Bonjour, bonsoir, au fil du temps, qui reçoit Marina Nying, Marina Nangadef. Magnifique. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une installation vidéo au musée de la femme, Henriette Bathily. Je sais que vous êtes multicasquette parce que vous avez une ingéniosité aussi bien dans la fabrication des couches lavables, mais aussi d'autres produits qui sont aussi lavables. Donc, nous allons parler un peu de votre exposition. Vous aviez démarré avec le cinéma en France. Qu'est-ce qui vous a fait quitter ce domaine-là, que vous allez retrouver un peu plus tard, on va en parler, le cinéma? Je pense que j'ai toujours aimé le cinéma. Depuis le collège, je faisais partie du club cinéma. Et puis, quand j'ai terminé le collège, mon père a eu l'idée de me conseiller une section cinéma au lycée. Il y avait dans la ville d'à côté où j'habitais, il y avait une section cinéma. Quelle ville? À Rennes. Et là, il sentait bien qu'il fallait des choses un petit peu créatives pour m'intéresser. Donc j'ai eu la chance de faire tout le lycée avec une grande partie de cours de cinéma. Aller dans les festivals. On est même allé au FESPACO. En 1995, c'était incroyable. On a fait nos films du bac au FESPACO. C'était vraiment génial. Ensuite, j'ai continué à la fac à Lyon. J'ai fait des études de cinéma. Ensuite, j'ai travaillé dans le cinéma. D'abord beaucoup documentaire, ensuite fiction pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai eu mes enfants. Ma première fille, je travaillais encore dans le cinéma. Mais c'est vrai que c'était difficile avec les horaires, etc. Les tournages, les heures de tournage. Heureusement que j'ai un mari, un super mari qui s'est beaucoup occupé des enfants. Et qui prenait vraiment le relais. Et quand ma deuxième fille, j'étais enceinte de ma deuxième fille, à ce moment-là, dans le cinéma, je travaillais sur un très gros long métrage. Et puis, je trouvais qu'on s'était éloigné du sens. Je trouvais qu'on parlait plus que d'argent, on parlait plus que de casting bankable ou pas, et qu'on avait perdu l'essence. Et quelque part, presque, j'avais perdu aussi le pourquoi j'avais choisi ça. Et j'ai commencé à me poser forcément plein de questions sur les bébés, la maternité, c'était quelque chose que je découvrais. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'univers des couches lavables. Là, il y a comme le cinéma qui vous rattrape parce que vous étiez resté quand même pendant un bon moment en vous écartant justement du 7e art, puisque vous disiez que vous avez perdu le sens. Qu'est-ce qui vous a secoué, motivé pour ce projet fille et père, ou père et fille? Les deux marchent. Je crois que c'est l'envie de transmettre, c'est l'envie de raconter des histoires. Je me souviens, quand je travaillais dans le cinéma, moi j'étais plus du côté production, et je regardais les réalisateurs et je me disais, oh, mais comment ils savent tout ce qu'ils veulent raconter? Comment ils savent qu'ils ont envie de parler de ça? Comment ils ont l'inspiration? Je me disais, moi je suis trop jeune, j'ai pas encore assez vécu pour avoir des choses à raconter. Et là je me dis, ça y est, j'ai des choses à raconter. Et je vois que la transmission c'est importante. Aujourd'hui, bon, on est sur les réseaux sociaux de partout, les jeunes sont sur les réseaux sociaux, mais quelle est la part de transmission dans cette information? Et d'être là au Sénégal, alors avec moi qui suis d'origine française et mon mari qui est sénégalais, c'est quelque part j'ai comme un œil extérieur qui me permet parfois de voir des choses que lui ne voit plus, par exemple. Et des fois, j'ai envie de les raconter. Et vous travaillez de toute la façon avec votre époux? Oui, on travaille ensemble. On a créé ensemble Happy Afrique. Et puis voilà, on a cheminé ensemble, on a grandi ensemble quelque part. Donc aujourd'hui... On peut dire que le créatif, c'est vous. Et lui, il est dans l'administratif, quoi. On a des caractères très différents. Effectivement, moi, je suis très créative et des fois, il faut un peu me canaliser parce que si je vais venir tous les jours avec une nouvelle idée au bureau et on me dit hey, doucement. Et c'est pour ça aussi que je me suis rendu compte à un moment donné qu'il fallait que je me remette à créer. Parce que sinon, j'essaye de faire des nouvelles choses dans l'entreprise tous les jours, mais l'entreprise, elle n'a pas besoin de nouvelles idées tous les jours. Alors que là, finalement, en me remettant au film et puis en me lançant dans la réalisation de ces 12 épisodes, là, j'ai pu
finalement exprimer un peu ça. L'idée germe déjà, peut-être consciemment ou inconsciemment, quand vous avez fait effectivement les serviettes lavables, vous avez sollicité, en tout cas approché les filles et leurs mères. Or, dans votre installation aujourd'hui, c'est plutôt père et fille. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que déjà ça germait dans votre tête, ce couple-là? En fait, c'est que... Alors, il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'à travailler avec les jeunes filles depuis, et les femmes depuis des années, autour des serviettes hygiéniques lavables et puis de l'accompagnement au cycle menstruel, je me suis rendu compte qu'on parle de l'empowerment féminin et on n'inclut pas assez les hommes dedans. On critique, hein, et il y a des fois c'est critiquable, mais je trouve qu'ils ne sont pas inclus dedans et je me suis rendu compte que si on ne travaille pas au niveau des hommes, on ne va pas libérer les femmes. Et qu'en fait, il faut libérer les hommes pour libérer les femmes. Donc ça, c'est le premier point. Je me suis dit, on n'arrivera pas à faire de l'empowerment sans travailler avec les hommes. Deuxième point, j'ai plein d'amis sénégalaises entrepreneurs. Et à chaque fois, quand je discute avec elles, à un moment donné, il y a le papa qui sort dans l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart, pas toutes bien entendu, il y a des exceptions, mais beaucoup, elles avaient un super papa derrière. Et je me suis dit, mais donc c'est ça, une des clés, peut-être, de l'émancipation, de l'exploitation de son potentiel, en fait, c'est peut-être aussi le soutien du papa derrière. Et donc j'ai eu l'idée de ces portraits depuis un moment, ça a traîné dans ma tête. Et puis à un moment, j'en parle avec une amie qui travaille à la GIZ, le projet Sport pour le développement. Et elle me dit, mais c'est pareil chez les femmes sportives. On retrouve souvent, à côté des femmes sportives, un super papa qui a été très présent. Et là, je lui parle de cette idée et elle me dit, essayons. Et je dis, bon, alors si on essaye, par contre, il faut qu'on ait des belles photos. Alors là, j'ai appelé mon ami photographe Jimmy Somme. Et j'ai dit, est-ce que tu veux faire le projet? Au début, on n'avait pas d'argent, pas de budget et tout. Mais il m'a dit, allez, on y va. Et on a commencé. Puis finalement, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ça nous a dépassé nous-mêmes jusqu'à finalement arriver au musée et devenir une grande installation. Comment s'est passée quand même la sélection d'abord de ce couple père et fille? Puisque quand même vous en avez 18. Et à chaque case, il y a de l'émotion qui sort quand même. On peut avoir un papa génial, mais peut-être pas de la même manière. Il y a une diversité de l'amour qui lie effectivement les filles à leur papa. Vice-versa, alors. Chaque histoire est unique, en fait. On se rend compte que, quelque part, c'est unique et universel. Parce que je pense que chacun se reconnaît parfois un peu dans les portraits. Puis des fois, bon, là, c'est des portraits père-fille, mais parfois, on peut se retrouver dans sa relation avec sa maman aussi, dans ses portraits. Ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'au Sénégal, en plus, on voit qu'il y a quelque chose entre les papas et les filles. Il y a cette petite complicité. Il y a quelque chose qui n'est pas toujours présent dans les autres cultures. Hein. Mais au Sénégal, c'est très présent, mais ce n'est pas mis en valeur. Au Sénégal, on parle de la maman. La maman, la maman, la maman. Et on adore les mamans. Merci les mamans. Juste, on adore aussi les papas. Et ils ont un rôle très important et fondamental. Alors, j'ai commencé ma liste avec les femmes que je connais autour de moi, que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup et qui ont des super papas. Donc, il y a mon amie Seina Boutiam, Marianne Ouattara avec son super papa. Donc, j'ai commencé à demander autour de moi celles que je connaissais et parfois à qui j'avais déjà eu des discussions, avec qui j'avais déjà eu des discussions sur le rôle du papa. Et puis, le projet Sport pour le développement de GIZ, eux, ils ont sélectionné les sportives. Donc Catherine, qui dirige le projet, elle passait d'abord les appels et elle sondait les filles sur leur histoire pour voir ce qui pouvait matcher. Et c'est là qu'on a pu faire. Donc on a 11 portraits père-fille et la 12e vidéo, le 12e portrait, c'est un anthropologue, sociologue, professeur Swadibou Sakho, qui nous explique un peu, qui nous donne un peu du contexte, qui nous donne de la réflexion sur cette thématique.
comment se fait l'approche? Parce qu'effectivement, on peut vous dire oui, mais il faut quand même préparer ces interviews, rapprocher les papas et pour qu'ils parlent quand même je ne dirais pas en toute franchise, mais à cœur ouvert. Et ça, je crois que ce n'est pas facile. Quelle a été cette approche psychologique pour préparer justement le terrain et avoir cette confidentialité entre les deux? Je pense que de connaître, pour les entrepreneurs, en fait, je les connaissais déjà toutes personnellement, donc il y avait une confiance qui était là. Pour les sportifs, ça s'est fait quand même assez naturellement. Alors, je dois dire que le choix du matériel y est pour quelque chose. Moi, comme je vous ai dit, j'avais cette idée depuis longtemps, puis je ne savais pas comment faire. Et c'est mon amie productrice Calistassi qui m'a dit « Marina, si tu veux faire ça, fais simple, achète-toi un bon téléphone, un pied, un micro, et tu commences. » Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et finalement, le fait d'avoir un tout petit dispositif, ça fait qu'on était dans une conversation. Je posais le pied, le téléphone, j'installais le micro, et puis on ne regardait plus le téléphone, on discutait. Et puis, finalement, les papas, ils aiment bien raconter. En fait, ils étaient assez fiers. Il y en a qui m'ont dit, mais vous avez raison, parce que nous, on est frustrés des fois un peu les papas, parce qu'on vient vers nous que pour la dépense. Mais nous aussi, bon, des fois, on souffre, et puis nous aussi, on a quelque chose à apporter. Après l'avoir vu, est-ce que certains n'étaient pas, certains papas et certaines filles aussi, surpris effectivement de tout ce qu'ils ont dit, peut-être qu'ils n'ont jamais dit à leur papa, leur amour pour leur papa? C'était pendant les tournages, c'était très émouvant en général de les voir. Alors, on a essayé une fois ou deux où on faisait l'interview en même temps, et là, il y avait quand même de la pudeur. Donc, voilà. Donc, dans les autres tournages, on faisait le tournage le même jour, mais on proposait au papa d'aller faire autre chose pendant ce temps-là, et puis après, on échangeait. Donc, pour rester avec une seule personne. Finalement, c'était plus simple. Parce qu'il y a de la pudeur entre la fille et son papa. Et ils étaient... C'est vrai que parfois je me disais, on rentre dans leur intimité quand même. Il y en a qui se sont beaucoup confiés. Et comment ils sont à l'aise avec ça, et puis le fait de diffuser ça. Et en fait, ils étaient tous hyper contents. Ils étaient très très touchés. On a eu beaucoup de pleurs. Hein. Ah, mais ça, c'est forcément. Même ceux qui visitent aussi, parce qu'il y a de l'émotion quand même. À chaque séquence, une émotion, quelque chose qui vous remet d'abord vous-même en cause. Les papas qui ont visité, peut-être qui ne sont pas posés de questions sur leur relation avec leur fille, j'en suis sûr qu'ils sortent de cette expo de vidéos assez bouleversés. On avait mis des boîtes de mouchoirs dans les box et elles ont été terminées très rapidement. Effectivement, ça donne beaucoup d'émotions. Les vidéos donnent de l'émotion, et puis l'installation aussi qui a été faite par Nounou Design, le fait qu'on avait envie qu'on rentre chez chaque famille. Donc on a fait comme la mini maison, mais on rentre dans la chambre, dans l'intimité, on a les photos, on s'assoit, on regarde le film avec le casque, et c'est vraiment l'idée de rentrer dans une relation, on écoute la personne raconter. Et moi, c'est pour ça que j'étais super contente de pouvoir en faire une exposition. C'est aussi que je me disais, les jeunes papas ou les futurs papas au Sénégal aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme modèle pour devenir des papas? Et je me disais, on a des super papas au Sénégal qui sont là. On n'a pas besoin d'aller chercher les modèles à l'extérieur. Il y en a ici. Alors, il faut les montrer, quoi. Mais qu'est-ce qu'un super papa? Parce qu'on a parlé de super papa pour ceux qui n'ont pas visité encore cette expo. En résumé, un super papa, c'est quoi? Vous allez voir, dans l'expo, chaque histoire est différente. Et la dernière qu'on a mis à la fin, qui s'appelle « Il est toujours temps », montre que la relation, elle peut même se créer plus tard. Peut-être que des fois, dans l'enfance, pour des raisons diverses et variées, ça peut pas se faire, mais il est toujours temps. C'est pour ça qu'on a essayé de terminer sur ce message d'espoir, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir cette relation avec ce papa. Mais pour moi, un super papa, c'est quelqu'un qui est là, qui est à côté de sa fille,
et qui va lui donner confiance et lui ouvrir des portes quand il faut. C'est comme si, et encore c'est des généralités bien entendu, il y a des femmes qui font le boulot du papa et de la maman en même temps, donc on va trouver des contre-exemples, mais quand on regarde dans beaucoup de cas, la maman c'est celle qui va s'occuper de l'intérieur de la maison, elle va faire attention qu'on soit bien dans notre tête, qu'on mange bien, qu'on soit bien habillé, voilà, et c'est fondamental. Et le papa, c'est comme si c'était celui qui ouvrait les portes vers l'extérieur. S'il ferme les portes, c'est foutu. S'il ouvre les portes, il dit « Attends, j'ai un copain... » Des fois, c'est juste ça. « J'ai un copain qui travaille là-bas, je vais appeler pour voir si tu peux faire un stage. » Des fois, c'est juste ça. Moi, mon papa, il m'a dit « Je connais un lycée qui fait du cinéma, peut-être ça peut t'intéresser. » Et c'était le déclencheur. Donc, je pense que c'est l'attention, la confiance et l'ouverture vers l'extérieur. Mais on a vu quand même prenons le cas de cette avant-dernière expo où la fille disait qu'effectivement, elle n'avait pas de relation avec son papa. Mais il a fallu aller en terrain neutre, aller en France pour que son papa, parce qu'elle vivait effectivement en France, son papa qui vient la voir, et ces instants de retrouvailles ont remué pas mal de choses. Elle a découvert son papa, en fait. Ce portrait-là, je pense que c'était celui-là, j'ai pleuré à chaque fois j'ai pleuré pendant le tournage, pendant le montage, et à chaque fois que je le vois, je pleure encore. Et j'ai trouvé que c'était génial parce que ça donne de l'espoir et puis ça donne des pistes. Parce qu'effectivement, parfois, dans la société sénégalaise, le social prend de la place. Et effectivement, elle explique qu'une famille polygame... La pesanteur sociale, effectivement. Voilà, avec beaucoup de gens. Et finalement, elle disait, jusqu'à ce jour-là, où elle s'est retrouvée en France avec son papa, elle n'avait pas passé plus de 5 minutes seule à seule avec son père. Et c'est vrai que c'est pas facile de construire une relation dans ces cas-là. Oui, il y avait de l'intensité émotionnelle, puisque cette femme qui ne connaissait pas son papa, c'était un couple divorcé, et quand son papa l'a appelé en disant « Bon, écoutez, je suis à Paris », et quand même, la rencontre s'est passée avec un grand silence d'abord, une intensité émotionnelle, et je disais « Mais écoutez, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mon papa, qu'est-ce que je peux bien lui dire ?» Et puis quand elle dit qu'aussi, il a fallu qu'elle passe aussi par une phase de pardon, qu'elle ne s'immisce pas dans la relation entre ses parents, qu'elle reprenne sa place d'enfant. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode-là, il y a vraiment énormément de choses. Et ça me fait penser, j'ai vu la semaine dernière sur Netflix le documentaire Daughters, qui a été fait sur les papas en prison, et un programme qui a été fait pour que les filles puissent rendre visite à leur père en prison, et c'est pareil, c'est hyper émouvant. Et on travaille beaucoup sur le rôle du papa aussi. Et l'autre aussi, c'est cette jeune handicapée et sa relation avec son papa, quand même, elle est sportive, Khadija, et bon, la manière dont elle parle de son papa, qui, comme vous dites aussi, lui a ouvert les portes, quand même, parce que c'est pas évident d'avoir une fille trisomique et qui veut faire du sport et qu'on puisse l'épauler. Je me dis, ce qui est beau avec lui, c'est que pour lui, c'est un cadeau du ciel. Et dans cette société, le handicap n'est pas facile. C'est pas facile au Sénégal, le handicap. Et lui et sa femme, ils se sont dit non, c'est notre fille. On va l'accompagner. Et on va tout faire. Et en fait, ils ont été vraiment dans l'accompagnement pour trouver Special Olympics, l'accompagner dans ses compétitions. Lui, tous les jours, il rentre déjeuner avec sa fille à la maison pour passer du temps avec elle. C'est une implication extraordinaire qu'il aurait très bien pu ne pas faire, parce qu'encore une fois, c'est pas la norme. Et ça, j'ai beaucoup aimé avoir ce portrait-là pour montrer qu'en fait... le handicap, c'est pas forcément un handicap, en fait. Physique, ce n'est pas un handicap physique, mais ça peut être effectivement, ça peut se passer dans la tête. Voilà, mais finalement, ça lui a ouvert des portes. Elle est championne, elle a voyagé partout dans le monde, ce que la plupart des gens ici n'ont pas fait. Mais c'est vrai que ça remet en cause, en fait, ça refixe
les relations que nous avons avec les handicapés. Quand même, parce que en les épaulant, en les accompagnant, en faisant en sorte qu'elles ne soient pas victimes du regard des autres et qu'elles aient confiance. Et tout cela, elle en parle quand même, parce que le père, effectivement, en parle avec beaucoup de pudeur d'abord. Expliquez-moi, parce que c'était tellement émouvant, comment est-ce que vous avez procédé pour vraiment tenir quand même cette interview avec le père et la fille? Alors, c'est la seule interview que j'ai pas faite moi-même. Ok. Donc c'est Catherine de la GIZ qui a fait cette interview et elle les connaissait déjà. Donc je pense qu'il y avait une confiance qui s'était installée. C'est aussi finalement un duo père-fille assez médiatique. Khadija, elle est assez connue dans le milieu du sport et avec Special Olympics, ils ont déjà étaient assez médiatisés, donc ils étaient assez à l'aise devant la caméra en fait. Et je pense que lui, il a à cœur de partager ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des créatives aussi, bon, qui, peut-être s'il n'y avait pas l'appui de leur papa, n'auraient pas réussi quand même leur entreprise. Celle qui fait des confections de robes, etc. Bon, on voit très bien qu'il y a la confiance en soi qu'elle a gagnée avec ses relations. C'était pas évident au départ. Elle-même, elle doutait beaucoup. La confiance en soi, c'est fondamental. C'est fondamental et chez une fille, c'est ça qui va faire la différence. Parce qu'on a souvent le syndrome de l'imposteur. Je caricature, mais souvent je vois dans nos équipes, nous à Happy Afrique, on a beaucoup de filles. Et puis quand on amène par exemple une nouvelle machine, elles vont dire je peux pas, je sais pas faire. C'est pas parce que tu ne sais pas encore faire que tu ne peux pas. Tu vas apprendre. Et on va amener un homme et va dire il n'y a pas de problème, je vais faire. Et c'est comme si on se censure, on s'auto-censure nous-mêmes, dans bien des cas. Alors que, parfois, justement, la présence de ce papa peut donner cette confiance-là qui est nécessaire. Parlons du cadrage, parce que je trouvais quand même que c'était juste pour que celui qui regarde ces vidéos-là se retrouve à votre place et dans le film, mais pas hors du film. Exactement. J'avais vraiment... Et c'est pour ça que, à part dans l'interview avec Almaz, parce qu'elle est petite, j'ai dû laisser des bouts de ma voix, mais sinon, j'ai enlevé ma voix, parce que j'ai envie que la personne, effectivement, se retrouve, elle, dans la conversation avec la personne. C'est pour ça qu'on a fait aussi ces petites pièces où on rentre avec un rideau, où on est exactement dans cette proximité. Ça n'aurait pas du tout eu le même effet si on avait fait un cadrage large où on voit la personne en pied, on n'aurait pas eu cette émotion. Mais là, on voit le regard, on voit les yeux qui brillent, enfin, c'est vraiment ça. Il y a de la tension, on l'a dit, mais il y a aussi de l'humour. Ces deux jeunes filles qui viennent danser avec leur papa, qui est artiste aussi, et qui viennent danser devant la caméra. Bon. Ah oui, ça c'est Gadaï, Djibril avec ses deux filles. Et lui aussi, je me suis dit, comment est-ce qu'à son âge, il est quand même assez jeune, il arrive à avoir... Ah, c'est le plus jeune, hein. Il y a des papis, mais c'est le plus jeune. C'est le plus jeune des papas et il a une philosophie incroyable. Moi, alors, ce qui m'a frustrée, c'est que j'ai fait 2 films de 10 minutes, mais j'ai chaque fois 1h30 d'entretien. Et j'aimerais peut-être, si j'arrive à trouver le temps, faire des podcasts avec les versions longues, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Et Djibril, avec ses filles, on sent qu'il réfléchit. On sent que lui, il réfléchit beaucoup la relation. Et il explique, et il est capable... C'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que comme il y a beaucoup réfléchi, il est capable de la démonter et de nous l'expliquer. Et puis moi, quand il dit, voilà, l'important c'est de mettre de la lumière dans les êtres, je dis, comment il a réussi à comprendre ça à son âge? Ah, mais écoute, peut-être son vécu. J'ai adoré parce que quand je lui dis, alors ton père, est-ce que tu auras besoin d'aide? Elle me dit, j'ai pas besoin d'aide. Elle a 7 ans et avec confiance, elle dit, j'ai pas besoin d'aide. Je dis, bon, là, on sait que... Elle pourra aller loin avec confiance.
Oui, qui dit relation quand même fille et père, il faut se demander aussi si les pères ne sont pas posés des questions sur leur propre enfance et leur propre éducation, puisque dans cette relation, l'éducation du père aussi compte beaucoup. Alors ça, c'est vrai que c'est une question très intéressante. Dans plusieurs cas, les papas ont eu des enfances difficiles. Soit ils ont été tout seuls avec leur maman et ils ont dû porter beaucoup de choses dans la maison. Soit ils sont partis très tôt de la maison, à l'âge de 11 ans. C'est le père de Mariem, la coach de basket. Quand on voit dans l'interview, il est au fond de son fauteuil. Et quand il commence à parler de son enfance, il change. Là, il commence à bouger dans son fauteuil, etc. Et on sent que là, on rentre dans son vécu. Et j'ai pas pu garder toutes ces histoires au montage. Mais c'était très, très intéressant de voir effectivement, lui, il est parti des manques qu'il a eu enfant pour construire sa relation aujourd'hui avec ses enfants. Et sa femme le critique tout le temps en lui disant que... Tu es papa gâteux. Voilà. Mais il dit que voilà, il sait ce que c'est de ne pas avoir ses parents et qu'il ne voulait pas que ses enfants vivent ça. Et donc c'est vrai que j'ai remarqué dans plusieurs histoires l'enfance que le papa avait eue, qui avait été difficile, a fait qu'ils se sont dit, moi, mes enfants, ils ne vont pas vivre ça. Mais les mamans n'ont pas assisté à l'interview, non? Certaines fois, les mamans tournaient autour, mais elles se demandaient qu'est-ce que c'est que cette idée-là de portrait sur les papas. Et en général, elles étaient, quand elles étaient encore là, parce qu'il y a des mamans aussi qui ne sont plus là, elles ont accompagné aussi le processus. Et puis quand on a fait le vernissage et qu'on a invité tout le monde, elles étaient là la plupart. D'autres certainement découvraient aussi peut-être les relations que leur fille avait avec leur papa. Il y a une maman qui est venue et m'a dit, mais moi je savais pas tout ça. Elle m'a dit, mais moi j'ai appris beaucoup de choses dans votre film là. Je ne savais pas tout ça. Et j'ai trouvé que quelquefois c'était de la thérapie. L'entretien. Quand on a fait les interviews, j'ai eu une des femmes qui... son papa était décédé il y a avec 2-3 ans et elle en avait jamais parlé depuis. Et c'est vrai que on était tous très émus pendant ce tournage et à la fin elle m'a dit merci. Ça m'a fait du bien. Et après, elle a pu encore en parler avec sa mère, etc. Donc, quelque part aussi, le témoignage, c'est comme une thérapie. Découverte des deux, d'abord. Le fait de parler effectivement des problématiques qu'on n'a jamais soulevées avec son papa, effectivement, ça vous libère aussi. Et c'est là où intervient effectivement cette histoire de thérapie. Exactement, c'est une libération et en même temps une trace qu'on va laisser puisque c'est enregistré. Et qu'on peut laisser à ses enfants, qu'on peut laisser aux autres générations, je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui avez fait de la photo, les photos, mais je trouvais que ces photos-là aussi, il y avait de l'amour quand même. Parce qu'il faut aimer les personnes qu'on photographie pour les photographier de cette manière-là. Ah, Jimmy, je pense qu'il y a beaucoup ça chez lui. Il m'a accompagné sur tous les tournages. On a fait tous les tournages ensemble. Et à chaque fois, il écoutait toute l'interview et il prenait des photos pendant les interviews et il faisait ensuite des séances photos. Et effectivement, il raconte des histoires aussi avec ses photos. Et ça, c'est à voir dans l'exposition parce qu'on a les grandes photos qui se regardent, qui se répondent. On a les photos plus intimistes dans les box. Donc oui, Jimmy, il y a beaucoup d'amour dans... Des photos en noir et blanc, pas en couleur. Tout en noir et blanc, effectivement. Je pense qu'avec Khadija, on a une touche de couleur. Il a retravaillé les photos avec une touche de couleur. Et Kiné aussi, je pense que sur le tissu qu'il y a sur sa tête, on a gardé un peu d'indigo. Mais effectivement, bon, voilà, c'est des portraits... des fois seuls, des fois les pères et les filles ensemble.
Mais c'est surtout le fait qu'il ait travaillé le grain de la peau. Et ça, on le sent. On voit quand même cet œil qui va repérer ce qu'il y a de beau dans le visage, ce qui est expressif dans les visages. Il a travaillé pendant très longtemps chaque photo pour que ce soit prêt pour l'exposition, surtout les grands modèles. J'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui pour nous expliquer lui-même son travail, mais je vous invite à aller voir l'exposition. Et il a une page Instagram qui s'appelle Jim Som, où vous voyez beaucoup de son travail. Donc, mais effectivement, c'est un grand professionnel et c'était un énorme plaisir de travailler avec lui. On le salue au passage, puisqu'il y a des artistes qui aiment être dans l'ombre et qui laissent leurs œuvres travailler à leur place. Exactement. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Cette expo va se poursuivre, c'est déjà prolongé un peu, sur les cahiers, justement, que ceux qui viennent visiter cette expo ont laissé. Est-ce que vous en avez lu quelques-uns? Le livre d'or, oui. Oui, le livre d'or. Oui, quand je passe, je lis, et c'est vrai qu'il y a certains témoignages qui sont hyper touchants. Donc on a beaucoup de classes qui ont visité, mais on a plein d'adultes de pas mal de nationalités différentes. On a la chance que Dakar soit quand même une ville de passage. Donc j'aime beaucoup les témoignages des gens qui disent qu'ils se sont retrouvés dans les vidéos, en fait. Cette expo se lit en 3 dimensions, je veux dire, parce qu'il y a effectivement les témoignages, donc votre vidéo, il y a la photographie, mais il y a aussi, c'est accompagné à chaque fois d'une thématique. Comment est-ce que vous avez choisi ces thématiques différentes d'ailleurs? En fait, quand j'ai fini les montages, je cherchais des titres, je cherchais comment intituler chaque épisode. Dans ma tête, c'était un peu comme des épisodes d'une série. Et puis, mettre que le prénom, j'hésitais à mettre juste le prénom de la fille, puis la fille et le papa, mais dans le cas où le papa il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis j'en ai parlé justement à Jimmy, et puis il me dit, mais tu peux donner un autre titre, tu peux chercher un titre que t'as inspiré en fait la discussion. Donc en fait c'est comme ça, j'ai re-regardé chaque épisode et les phrases qui m'ont marqué ou la thématique principale, c'est ça que j'ai transformé en titre. Donc chez Djibril, c'est Maître de la Lumière. Chez Kiné, c'est Il est toujours temps. Et on a essayé de faire sortir une thématique parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque histoire, père-fille, est différente et chacun va avoir une petite touche particulière. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire ressortir avec les titres. Mais en tout cas, sur le montage, parlons un peu du montage, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de fondus enchaînés comme ça, brusque, cette manière de choisir et de rester dans une dynamique des images. Comment ça s'est passé? Il y a 2 choses. La première chose, c'est que on n'avait pas tourné d'image de coupe. Je vois. Ça aurait demandé un autre budget et un autre temps de rester. Moi, je rêve de faire un documentaire où j'ai le temps de rester avec les gens et de les observer et de les filmer en train de faire des gestes sans parler. Là, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc, et il fallait que ça reste assez dynamique. C'était difficile d'arriver à 10 minutes à partir d'échanges qui étaient passionnants. Moi, j'avais envie de tout garder. Donc, j'avoue que j'ai fait d'abord des versions de comme 15-18 minutes. Et après, je montrais à mon mari et ma fille pour un œil extérieur. Et là, elle me disait... Ça, c'est chiant, là, enlève ça. Donc finalement, on a essayé de rester dans un format court pour garder l'intensité. Donc effectivement, on a joué avec les fondus pour que ce soit quand même pas trop abrupt. Il aurait fallu, dans l'idéal, avoir quand même un peu de plan de coupe. Oui, mais je trouvais quand même que c'est une esthétique qui avait été travaillée, même s'il y avait des contraintes, comme vous dites, mais c'est devenu par la force des choses à les regarder. Je dis, oui, c'est assez génial et c'est assez intéressant pour...
Parce que vous avez gardé le son, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe en fait, mais vous avez gardé le son. J'ai gardé le son et j'ai beaucoup joué parce que vraiment j'ai essayé de raconter une histoire qui soit fluide. Et j'ai fait la plupart des montages pendant les vacances de Noël dernier. Et j'étais là pendant des heures à changer les plans de sens pour voir si c'était bien, si c'était fluide dans l'histoire et pour arriver justement à un résultat comme ça qui soit dynamique et fluide, où on n'a pas envie de s'endormir, quoi. Le fait que cette exposition ait lieu au musée Henriette Bathily, il y a quand même un peu de féminisme là-dedans, non? Histoire de femmes, non? En plus, ça s'est fait par hasard. Nous, on avait imaginé, on s'était dit, bon, allez, on fait les films et les photos, et puis on va essayer. Au début, on s'est dit, on va juste les mettre sur les réseaux sociaux, etc. Et on se dit, si c'était possible de faire une expo, ce serait génial. Mais bon, on ne pensait pas que ce soit possible, mais on avait dit, si c'était possible. Et puis, en fait, on a participé à un événement qui était organisé par l'ambassade de France, autour égalité des genres, etc. Et puis, ils cherchaient une exposition. Ils avaient loué le musée de la femme et les endroits environnants pour leur événement. Et puis, donc, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai un projet là qu'on est en train de terminer. Ça pourrait aller dans la thématique. Et ils m'ont dit, carrément. Et le musée de la femme, toute l'équipe a joué le jeu. La GIZ a joué le jeu aussi et on a installé l'expo, puis finalement elle a été prolongée. Donc là c'est vraiment les derniers jours, elle va être là jusqu'au 22 septembre et après on espère qu'elle voyage ailleurs. Cette vidéo-là peut effectivement voyager en Allemagne, en Europe ou même à une partie d'Afrique. Je pense que maintenant, il va nous falloir des nouveaux financements. Là, ils nous ont vraiment... ils ont produit cette exposition, en fait. Il va falloir qu'on trouve un peu d'autres partenaires pour la faire voyager. Il y a des petites pistes par-ci, par-là, et je croise les doigts. J'aimerais qu'elle voyage dans les autres pays d'Afrique, et j'aimerais aussi que ça voyage dans la diaspora. Parce que je trouve... Bon, moi, ayant par exemple des enfants métis, quand on était encore en France... Parfois, il y avait cette relation pas facile avec l'image des Noirs en France qui est pas très valorisée, etc. Et je me dis, ce serait bien pour ceux qui viennent, qui sont originaires, au moins par leurs parents de pays d'Afrique, de voir des choses positives, qu'on parle en positif sur le Sénégal et qu'on voit des modèles inspirants. Je trouve que aussi pour la construction, c'est important. Ah oui, non, c'est inspirant, mais c'est pour ça que je dis cette expo devrait voyager un peu partout en France pour savoir ce que les autres pensent effectivement de leur relation, que les filles pensent par exemple dans leur relation avec leur papa, les papas aussi, leur relation avec leur fille. Comme je le disais au départ, c'est vrai qu'on ne sort pas indemne, entre guillemets, de cette expo, parce que vous-même, ça vous pose des questions. Quelle relation? Moi, ça m'a posé des questions. Quelle relation j'ai avec mes filles? Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Discuter avec elles. Ah oui, mais c'est ça, je dis, c'est ça qui était intéressant, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'en visitant cette expo, que cela vous amène à vous poser vous-même des questions. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ce que vous avez mis à jour, ce n'est pas évident dans la quotidienneté des relations. Mais quand vous dites que votre papa vous dit « Ah, je connais un lycée qui vous ouvre les portes », c'est vrai qu'en général, on a tendance à minimiser en disant « C'est tout à fait normal, c'est le rôle du père ». Mais on ne voit pas la portée, effectivement, de ce geste-là. Le fait de ne pas contrarier votre projet, votre envie, mais de vous y accompagner. C'est ça, de se dire « C'est qui mon enfant? Quelle est sa personnalité? Qu'est-ce qu'elle détient comme potentiel? Comment je peux l'aider à éclore quelque part ?» Et des fois, c'est juste une petite chose. C'est pas forcément... et d'ailleurs, on le voit dans les vidéos, c'est pas forcément l'argent. Ah non, là, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'argent, on ne parle pas d'argent. Dans cette histoire-là, on n'a jamais parlé d'argent. C'est jamais l'argent le point principal. Il y a des papas qui n'avaient pas un sou et qui... ça, c'est le portrait de Evelyne Diatta, lutteuse. Là. Elle dit
elle est partie gagner ses médailles et tout. Et puis, son père, il avait pas de sous. Mais il a trouvé 5000 francs pour acheter des boissons pour faire la fête quand elle est venue ramener sa médaille. Et ça l'a marqué. Ça la marquera toute sa vie. Et c'était 5000 francs. Donc on n'est pas dans... effectivement, dans cette culture patriarcale dont des fois, moi j'ai remarqué que les hommes, ils sont un peu victimes de la culture patriarcale eux-mêmes. Et encore une fois... je reconnais aussi toutes les choses pas bien qui se passent et effectivement qui ont besoin d'être montrées. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on doit aller un peu plus loin que de critiquer ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aller dans la construction d'autre chose et pour construire autre chose, il faut faire des propositions. Donc c'est pour ça, voilà, cette exposition, elle se veut un peu comme une entrée vers des réflexions, comme vous l'avez dit, et des propositions pour comment on va faire ensemble pour... Une fois que cette expo est terminée, vous l'avez pas terminée encore, mais vous l'avez visitée, vous avez regardé ceux qui l'ont visitée. Qu'est-ce que ça a changé en vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus que ce que vous n'aviez pas prévu au départ? J'ai adoré le faire. J'ai adoré travailler sur ce projet, en plus avec une équipe fantastique où c'était vraiment top. Et ça m'a donné envie d'en faire d'autres surtout. Et ça m'a donné confiance où je me suis dit, bah Marina, en fait, tu peux. Mais ça m'a apporté beaucoup de pouvoir me renouer avec la création. Les échanges m'ont aussi vraiment enrichi et puis ça m'a donné envie de continuer. Marina Nying, merci. Et je crois que vous signez là aussi votre retour au cinéma. Inch'Allah. En tout cas, bonne route.